Bonjour et bienvenue sur Décolonisation Haïti pour la dernière de cette deuxième saison du podcast consacrée à la Révolution haïtienne. J'ai le plaisir de recevoir l'historien haïtien Robert Fatton. Robert Fatton est prof à l'Université de Virginie aux États-Unis et il a publié de nombreux ouvrages sur la Révolution haïtienne et son héritage. Le dernier en date, en anglais, s'appelle The Guise of Exceptionalism, j'espère que je dis ça bien, Unmasking the National Narratives of Haiti and the US. Et nul n'est donc mieux placé pour nous permettre de mettre la révolution haïtienne en perspective dans la longue histoire du pays, mais aussi dans son présent douloureux, que Robert Fatton, que j'ai le plaisir maintenant d'accueillir. Bonjour, Monsieur Fatton. Bonjour et merci pour l'invitation. Et j'espère qu'on aura une conversation très fertile. J'espère bien aussi et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais, pour commencer notre entretien, partir de votre dernier ouvrage, Mhm. The Guise of Exceptionalism, qu'on pourrait traduire en français par un exceptionnalisme de façade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et quelle est la thèse que vous avez défendue dans ce livre? Bon, j'analyse l'exceptionnalisme euh, américain et haïtien. Il y a très peu de gens, en fait, qui comparent les États-Unis et Haïti, mais j'ai pensé que si j'abordais le sujet de l'exceptionnalisme, ce serait une bonne chose de contraster les deux exceptionnalismes. Laissez-moi d'abord plus ou moins définir ce que je veux dire par exceptionnalisme. Dans ma pensée, l'exceptionnalisme est une idéologie qui prétend qu'une nation est intrinsèquement unique, extraordinairement différente de toute autre nation. Le concept est profondément ancré dans les récits nationaux qui affirment en fait qu'une nation a une histoire tout à fait particulière et dans certains cas, ça devient très dangereux parce que l'exceptionnalisme peut affirmer la supériorité inhérente et une supériorité donnée par Dieu d'un peuple et de ses institutions. Et on voit ça surtout quand on en parle des puissances impérialistes. D'accord. Donc, si on regarde les États-Unis, je crois que l'exceptionnalisme américain a toutes ces données, quoi. C'est un exceptionnalisme de civilisation, c'est un exceptionnalisme qui est vraiment à l'origine dans le racisme blanc de l'époque, mais aussi dans la pensée puritaine et dans la religion. Les Américains se voient en fait comme une cité qui est protégée par Dieu et avec une mission sacrée d'envoyer sa civilisation dans tout le monde. Donc ça, c'est l'idéologie pour moi de l'impérialisme. Mais d'un autre côté, il y a l'exceptionnalisme des petits pays, si je peux parler comme ça, et l'exceptionnalisme haïtien est bien sûr ancré dans la révolution de 1804 qui a permis à Haïti de devenir la première nation noire et indépendante et la seule nation qui a eu une révolution d'esclaves qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Donc ça nous a donné un point de vue exceptionnel, qu'Haïti est également exceptionnel. La différence, bien sûr, c'est que quand on regarde l'exceptionnalisme, pour envoyer cet exceptionnalisme plus loin que ses propres frontières, il faut avoir une puissance matérielle, une puissance militaire, une puissance économique. Et bien sûr, Haïti n'a pas ça. Il n'a jamais eu ça. Mais n'empêche qu'au début de la Révolution, Haïti était une nation qui fut vue par tous les grandes puissances de l'époque comme Bien une sûr. nation dangereuse, une nation paria, et parce que elle avait changé les données de l'époque. C'est véritablement un coup dur pour la suprématie blanche. Et c'était vu surtout par les Américains, non seulement par les Américains, mais aussi par les Anglais et par les Français, comme un changement de civilisation. Donc Haïti a été vu et a été commenté comme un pays de sauvages qui devrait être arrêté. Bien sûr. Donc nous avons cette notion de l'exceptionnalisme haïtien
que nous sommes différents et que nous avons toujours été attaqués par les puissances internationales. Bon, ça, il y a une vérité dans ça. Mais d'un autre côté, et ça c'est le problème avec l'exceptionnalisme, c'est que l'exceptionnalisme véritablement cache beaucoup d'histoires. Les côtés, si vous voulez, négatifs. Par conséquent, quand on voit l'exceptionnalisme haïtien, on doit aussi voir que malgré la révolution qui fut une des grandes révolutions du monde en fait, n'empêche, n'a créé qu'un régime autoritaire depuis le début, avec Toussaint d'abord, et puis avec Dessalines et les autres. Nous avons toujours eu ce que j'ai appelé un habitus autoritaire, qui est ancré dans la peur d'être attaqué par les nations puissantes. Donc il fallait avoir un régime centralisé qui pourrait en fait chasser, si vous voulez, les impérialistes. Mais il y avait également ce côté autoritaire qui a été créé par la révolution même, parce qu'il fallait avoir des militaires. Donc la pensée militaire de donner des ordres et de commander a été une pensée qui a été finalement l'une des pensées uniques, si je puis le dire, de tous les leaders après la Révolution. Donc nous avons enfin, c'est du présidentialisme messianique, si vous voulez, de tous les chefs haïtiens que nous avons eus, que ce soit Dessalines, Toussaint, Pétion, Christophe. Ils se voyaient véritablement comme des chefs qui donnaient des ordres et il fallait les écouter. Exactement. Donc il y a ce côté autoritaire. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir d'ailleurs sur ça parce que c'est Toussaint Louverture qui a lancé cette image du chef, d'ailleurs, en étant très autoritaire. Mais je voudrais venir à la déclaration d'indépendance. Quand Dessalines déclare l'indépendance, il y a une sorte d'union sacrée qui avait été faite depuis le congrès de l'Arcahaie. Et pourtant, on remarque que 2 ans plus tard, Dessalines est assassiné. Qu'est-ce qui se passe là et pourquoi cette union sacrée vole en éclats à peine 2 ans après l'indépendance? Les divisions entre les chefs de la Révolution étaient très profondes. D'accord. Ces divisions ont été cachées par la lutte contre l'armée de Napoléon, afin de battre l'armée de Napoléon. C'est ainsi que nous sommes devenus indépendants. Mais dès que l'ennemi, si vous voulez, avait disparu, les luttes entre les différentes factions du monde politique haïtien ont été immédiatement mises à nu. Donc nous avons l'assassinat de Dessalines, mais nous avons aussi la division d'Haïti entre le nord et le sud, entre Christophe et Pétion. Donc nous voyons ces divisions. Ces divisions sont des divisions qui ont quelque chose à voir avec la couleur, parce qu'en Haïti, il y a bien sûr tous ces chefs se voyaient comme noirs d'une certaine manière vis-à-vis des Blancs, les Français. Mais d'un autre côté, il y avait entre ces chefs haïtiens, la question de couleur était très importante. Les mulâtres, des gens comme moi, se voyaient comme d'une certaine manière un peu supérieurs aux Noirs. Bien qu'il ne faut pas exagérer cela, ça a été utilisé par beaucoup de leaders haïtiens afin de manipuler leur désir pour avoir le pouvoir. Mais c'est quelque chose de véritable. Et ça date de l'époque coloniale, parce que ce qu'on appelait les affranchis en Haïti, sous l'époque coloniale, avaient certains privilèges que les Noirs en général n'avaient pas. Il y avait quelques Noirs qui avaient été libres, mais la plupart des affranchis étaient en fait des Noirs. Donc il y a eu une question de des gens de couleur, vous voulez dire. qui a toujours été présente. Et on peut le voir à l'époque du début de la Révolution haïtienne. Parce qu'il y avait certains chefs mulâtres, par exemple Rigaud, qui se disaient « Ce que nous voulons, c'est simplement l'égalité avec les Blancs, et puis les esclaves, bon, ils restent esclaves. » Il y avait quelques Noirs qui étaient libres. Je reviendrai à cela. Donc il y a cette division. Et c'est simplement parce que les colons français ont décidé de ne pas accepter les demandes des mulâtres, des affranchis, qu'à ce moment-là,
ils se sont mis du côté des esclaves noirs afin de lutter contre le colonialisme et finalement cela aboutit, comme on l'a dit, Tout à fait. à À la révolution l'indépendance. de 1804. Donc il y a cette division. Une division qui est sérieuse et qui est opportuniste d'une certaine manière. D'un autre côté, il ne faut pas l'exagérer, parce que si on voit par exemple Toussaint véritablement représente cette contradiction en Haïti. Toussaint l'ouverture, comme tout le monde le sait, un homme noir qui fut esclave, mais qui fut libéré, et quand il fut libéré, il devient en fait un, un, un propriétaire d'esclaves. Tout à fait. Donc il y avait une contradiction énorme. Donc il devient un propriétaire d'esclaves, mais à un moment donné, il se dit, ça ne doit pas continuer, donc il lutte contre l'esclavage. Donc nous avons cet homme noir qui a été fut esclave, libéré comme un affranchi, et puis il devient propriétaire d'esclaves. Il abandonne cette perspective et il lutte contre l'esclavage lui-même. Donc Toussaint a illustré les antinomies des relations de politique, les relations de Classe. race, etc. Mais il y a une question de classe également. Parce que tous ces chefs, avec la Révolution, étaient les chefs militaires et ils ont bien sûr euh, reçu la plupart des privilèges de la victoire de la Révolution, surtout sur la question de la propriété foncière. Ils avaient de larges plantations. Et ça, c'est la contradiction la plus profonde pour Haïti à l'époque de l'indépendance. Parce que la plantation, ce système de plantation qui était fondamental à l'économie haïtienne à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait produire du sucre, la canne à sucre, mais afin de produire cela, il fallait des esclaves ou bien une main-d'œuvre qui était véritablement asservie. Et c'est une contradiction que les leaders d'une Haïti indépendante n'ont jamais pu résoudre. Parce qu'ils voulaient changer Haïti. Afin de changer Haïti, il fallait avoir une économie qui marche. Mais pour une économie qui marche à l'époque, il fallait produire du sucre et le vendre. Tout à et fait. pour produire le sucre et le vendre, il fallait la plantation. Et la plantation, c'était véritablement la force brutale qui était imposée sur les esclaves. Bien sûr, mais c'est très clair et on a vu que depuis Toussaint Louverture, cette contradiction, aucun leader n'y a trouvé de solution. Absolument. Et donc, on va passer rapidement, si vous le permettez, sauter jusqu'en 1825, parce qu'on a vu la division du pays, et après, Christophe meurt et Jean-Pierre Boyer arrive à réunifier le territoire. Mais Jean-Pierre Boyer, vous ne me contrariez pas, est plus connu parce que c'est lui qui, en 1825, a décidé de payer une indemnité à la France. Je voudrais que vous nous éclairiez sur ce qui amène la décision de Boyer. Est-ce que ce sont des facteurs extérieurs pour faire reconnaître Haïti tout simplement, ou alors est-ce qu'il y a des facteurs beaucoup plus profonds? Yeah. Bon, la question de l'indemnité est très complexe. Elle commence par les essais de la France de réimposer sa souveraineté et ensuite, quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas la capacité de réimposer une colonie, ils ont commencé à négocier pour l'indemnité. Et ça commence véritablement avec Pétion, parce que Pétion négocie avec des Français et Pétion va offrir un compromis. Il dit, bon, vous reconnaissez notre indépendance, une indépendance totale, et les Haïtiens vont payer une indemnité. C'est la première demande, en fait, de reconnaissance d'un chef haïtien pour... il faut résoudre cela pour lui. D'accord. La France, d'un autre côté, voulait véritablement réimposer la colonie. Donc, il y a des débats en Haïti, il y a des débats en France, et les Français ont tenté de convaincre Pétion d'accepter la souveraineté française sur Haïti. Et il dit non, ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas d'autres colonies. Si vous voulez imposer une colonie encore,
eh bien, le pays sera complètement détruit et vous serez aussi tous, bazardés comme on avait bazardé l'armée de Leclerc qui était envoyée par Napoléon en Napoléon. 1801. Donc, les Français commencent à réfléchir à la question et en fait, quand le régime royal retourne en France, et je crois que c'était Louis XVIII, il demande un conseil d'une commission qui décide qu'une intervention militaire n'était plus possible et que la France n'avait plus les moyens de le faire et que même si la France avait les moyens, ce qui pourrait arriver, c'est que les Haïtiens auraient le support des Anglais contre les Français. Donc ils se décident, bon, on va commencer à négocier. Et ils envoient encore des Des émissaires. représentants. Et Christophe, qui était à l'époque le roi du nord du pays, qui avait été divisé, comme je l'ai dit, entre le nord et le sud et l'ouest, il ne reçoit même pas les Français. Les Français arrivent, il dit, foutez le camp. Donc il dit, on ne va pas se mettre à genoux, en fait, devant la France. Donc à ce moment-là, Boyer, quand il devient président, c'est à la mort de Pétion, et Christophe, en fait, va mourir également. Donc Boyer réunit tout le pays et il décide de proposer aux Français l'indemnité, mais l'indemnité serait en fait en échange pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Les Français finalement acceptent, mais ils acceptent après avoir menacé Boyer. Il y avait des bateaux de guerre français dans le port de Port-au-Prince et ils menacent Boyer. Et Boyer est plus ou moins le même que Pétion. Il dit, bon, vous pouvez nous détruire si vous voulez, mais ça ne va pas marcher parce qu'on va résister. D'un autre côté, Boyer dit, bon, je paie l'indemnité. D'accord. Il avait parlé d'une indemnité raisonnable, mais les Français imposent une indemnité qui est véritablement pas très raisonnable. C'est un paiement qui est énorme. C'est 150 millions de francs de l'époque. Et comme on peut le savoir, à un moment donné, quand Jean-Bertrand Aristide était président, il avait parlé de 21 milliards de dollars comme restitution pour l'indemnité. Mais c'était une somme colossale. Donc, il y a ce côté-là. D'un autre côté, les leaders haïtiens, et Boyer en particulier, n'étaient pas des gens passifs. Ils voulaient défendre aussi leurs propres intérêts. Parce que Boyer et la classe dirigeante haïtienne avaient contrôlé la plupart des propriétés foncières et ils voulaient la reconnaissance de la France afin d'être assurés que cette propriété resterait avec eux. Donc il y a un intérêt de classe, en fait, des leaders haïtiens pour accepter l'indemnité. Et ils avaient raison dans la mesure où la France reconnaît Haïti, et après cette reconnaissance, la plupart des grandes puissances soit reconnaîtront Haïti, soit ne menaceront plus Haïti. D'accord. Donc, ils gardent leur propriété. Ça, c'est très important à comprendre qu'il y a comme une alliance très, très opportuniste entre l'impérialisme et les leaders haïtiens afin de protéger d'un côté les intérêts de la classe dirigeante haïtienne et de l'autre de satisfaire les demandes de l'impérialisme. D'accord. Et donc, comment expliquer les conséquences de cette indemnité sur l'instabilité au sommet du pouvoir tout au long du 19e siècle et du 20e siècle? J'ai noté sur un carnet, j'ai compté une trentaine de présidents et de monarques à partir de 1825. Est-ce que ce sont les conséquences de l'indemnité qui font ça, ou c'est juste la lutte pour le pouvoir, ou alors c'est une combinaison des deux? C'est une combinaison des deux, parce que le paiement de l'indemnité a eu des effets très néfastes sur le développement économique du pays. Cela a poussé Haïti dans l'orbite, en fait, si vous voulez, néocoloniale des grandes puissances et de leurs institutions bancaires. D'accord. En fait,
il n'est pas exagéré de prétendre qu'avec le paiement de l'indemnité, un processus de recolonisation économique arrive dans le pays. Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a quelques Anglais, et ensuite il y aura bien sûr les États-Unis. D'accord. Et le paiement a été une chose colossale en fait, parce que la dette accumulée était une dette véritablement massive. Il y a eu des négociations et les 150 millions de francs ont été réduits à 60 millions de francs en 1838. Et finalement, la dette a été payée en 1883. Mais pour financer les indemnités et les premiers emprunts, Haïti a emprunté plus de 150 millions de francs entre 1875 et 1910. On parle de plus de 170 millions de francs afin de repayer la dette et de repayer les intérêts qui avaient été accumulés pour une autre dette qui paierait la dette originelle de la France. D'accord. Donc ça a été quelque chose de très néfaste pour le pays. Mais d'un autre côté, les gens qui ont véritablement payé le prix de la dette, ce ne sont pas les dirigeants haïtiens, c'est la classe paysanne qui a finalement payé cette dette en taxes et par l'exploitation de leur travail. Donc, le fardeau de la dette reposait principalement sur le dos de la paysannerie haïtienne. D'accord. Et est-il possible, est-ce qu'on peut tracer une ligne droite entre le paiement de la réparation du 125 et l'occupation américaine de 1915? Est-ce que les deux sont liés ou complètement? Oui et non, parce que d'un côté, les États-Unis étaient devenus une puissance mondiale au début du XXe siècle. Et ils avaient bien sûr ce que les Américains appellent des Monroe Doctrine, c'est-à-dire que les États-Unis, depuis 1823, je crois, avaient déclaré que l'Amérique latine, les Caraïbes, c'était en fait, comme ils l'appellent maintenant, our backyard. C'est-à-dire, c'est dans la périphérie des États-Unis, et ils ont droit à l'ingérence dans ces pays afin de protéger leurs propres intérêts. Mais la capacité de faire ça pour les États-Unis, c'est véritablement à la fin du XXe siècle. D'accord. Et les États-Unis veulent transformer les Caraïbes, comme ils l'appellent, une Méditerranée américaine. Donc, ils sont à Cuba, ils sont à Porto Rico, et bien sûr, ils sont en Haïti. L'instabilité politique en Haïti, qui avait été causée en partie par la dette, précipite l'intervention américaine. Parce que le prétexte utilisé par les Américains pour envahir le pays, c'était l'assassinat d'un président, Wilbur Brown. Et cet assassinat a précipité l'entrée en Haïti des marines américains. Au début, ils ont simplement saccagé la banque centrale d'Haïti. Ils ont pris un demi-million de dollars en lingots d'or et ils ont transféré cette somme à la banque de New York aux États-Unis. Cela a précipité bien sûr des problèmes en Haïti, une certaine résistance, et finalement, cette intervention est devenue l'occupation du pays par les Américains qui commence en 1915. Cette occupation des Américains, c'est une occupation avec beaucoup de problèmes, et bien sûr, il y avait plein de racisme dans cette occupation. La plupart des soldats, en fait, américains qui sont rentrés en Haïti pour occuper le pays, étaient des soldats du Sud. Et c'était des soldats qui avaient déjà été en Philippines et dans d'autres pays des Caraïbes. Donc, par conséquent, il y a un racisme qui est très, très aigu et qui reflète l'impérialisme américain en Haïti à l'époque. Maintenant, ce que les États-Unis vont faire en Haïti, c'est transformer le monde politique haïtien. Le monde politique haïtien était fragmenté avec des gens dans les provinces et dans la capitale.
il n'y avait pas un pouvoir complètement centralisé à Port-au-Prince. Le pouvoir centralisé à Port-au-Prince, la suprématie de Port-au-Prince, c'est l'occupation américaine, une nouvelle bureaucratie et la suprématie en fait et le privilège des classes urbaines sur la population rurale. Ça existait déjà, mais maintenant c'est centralisé. L'État est centralisé. Et ce qui est plus important, c'est que les Américains créent les militaires d'Haïti, l'armée D'accord. qui devient une armée centralisée à Port-au-Prince, c'est la création des États-Unis. Et bien sûr, comme on sait, comme c'est dans tous les pays de l'Amérique latine, l'armée devient un, un, un joueur tout à fait singulier et principal dans la politique. C'est-à-dire, il, il rentre dans la politique, il y a des coups d'État, ils mettent leur propre leader, si vous voulez, des gens de la population civile au pouvoir, mais c'est véritablement l'armée qui garde Pouvoir. le pouvoir. Et l'armée, d'un certain côté, est aussi une armée qui est connectée avec les États-Unis, et ça devient de plus en plus clair quand on rentre dans l'époque de la guerre froide. D'accord. Et justement, quand est-ce que l'occupation américaine se termine? Elle se termine en 1934, de 1915 à 1934. D'accord. Euh, Après 1934, il y a certaines élections, mais ce sont des élections bidons. Et il y a des coups d'État. Euh, et finalement, ça arrive à 1957 avec une série de coups d'État. Et il y a une élection encore bidon, mais n'empêche, il y avait une élection. Et c'est François Duvalier, qu'on a appelé bien sûr Papa Doc, Oui, qui devient président à l'époque. d'accord. Et il devient président avec l'assentiment américain, comme, Oui, d'accord, comme Trujillo à côté, comme tout le monde. absolument. D'accord. Mais au début, n'empêche que Duvalier est vu par pas mal de gens comme quelqu'un qui pourrait changer les données en Haïti, parce qu'il fut docteur, il avait cette auréole de quelqu'un qui était connecté au peuple haïtien, à la paysannerie, et bien sûr, ce sera un gouvernement progressiste. Malheureusement, quand Duvalier arrive à la présidence, tout change. Il devient un despote. Et véritablement, il n'y a aucun progrès, surtout pour les masses populaires. Bien sûr. Duvalier se déclare, en fait, il y a eu un référendum, mais c'est encore un référendum bidon, qui le déclare président à vie. Et il avait les pleins pouvoirs. Euh, mais ce qui est intéressant avec Duvalier, c'est qu'il a compris qu'afin d'avoir ce pouvoir, il fallait neutraliser l'armée américaine. Et il neutralise l'armée américaine par la création de ce qu'on appelait en Haïti les tontons macoutes, Tout à fait. c'est-à-dire une milice populaire, soi-disant. Donc, il donne des armes à ces milices afin de contrecarrer le pouvoir de l'armée. Et à l'époque, c'est accepté par les États-Unis parce que vous avez bien sûr les événements à Cuba et les Américains regardent le président Kennedy, le président Johnson regardent Duvalier et disent nous ne l'aimons pas, mais si ce n'est pas Duvalier, il y a possibilité d'une montée au pouvoir des communistes. Donc, ils supportent Duvalier. Donc, Duvalier a compris qu'il pouvait manipuler d'un certain côté la politique étrangère des États-Unis parce qu'il savait qu'il était un rempart contre le communisme, ou du moins c'est ce que les Américains pensaient. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il est resté au pouvoir. Il est resté au pouvoir jusqu'à 1971. Et c'est son fils, Jean-Claude Duvalier, qu'on appelait Baby Doc, qui est devenu président. Et Baby Doc est resté au pouvoir jusqu'à 1986, quand il a été renversé par des mouvements populaires. Et quel est l'impact de la dictature Duvalier, des deux Duvaliers, sur Haïti? Nous en discutions avant de commencer l'émission. Il me semble que c'est là où s'est vraiment créée la diaspora américaine, la diaspora haïtienne, pardon, pour fuir justement la dictature Duvalier. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est l'époque. Il y a une fuite de tous les intellectuels d'abord, la grande majorité des intellectuels
vers les États-Unis et vers l'Afrique. Beaucoup d'Haïtiens ont été appelés par les Nations Unies à l'époque de la décolonisation africaine D'accord. afin de devenir des fonctionnaires des Nations Unies dans les pays africains qui venaient d'avoir leur indépendance. Et il y a eu ensuite un exode vers les États-Unis et il y a toujours eu un exode aussi vers Saint-Domingue, c'est-à-dire la République dominicaine, l'autre moitié, si vous voulez, de l'île haïtienne. Cet exode a été accéléré par la détérioration continue de l'économie haïtienne. Le pays s'est sous-développé pendant l'époque surtout de François Duvalier. Quand Jean-Claude Duvalier arrive au pouvoir, il y a certains changements. Le gouvernement n'est plus un gouvernement complètement despotique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine libéralisation du gouvernement, on peut parler un petit peu, il y a des radios qui commencent à critiquer le gouvernement, sans jamais critiquer Jean-Claude Duvalier. Il y avait on ne pouvait pas faire ça, mais on pouvait critiquer certaines choses. Et il y a eu une intervention économique américaine. Les Américains se sont dit dans les années 70 que Jean-Claude Duvalier représentait en fait une possibilité de transformer l'île d'Haïti comme le Taïwan des Caraïbes, c'est-à-dire transformer le régime de Jean-Claude Duvalier comme il l'avait fait à Taïwan. L'exportation de baseball, enfin Avec Syngman Rhee à l'époque. Yeah. Donc il y a eu un début d'économie, il y a eu un certain progrès économique, mais qui n'a pas bénéficié la vaste majorité des Haïtiens. Mais il y avait quand même, au point de vue économique, quelque chose qui bougeait. C'était un régime technocratique. Et on voyait à cette époque, surtout de 72 à 1980, la possibilité d'avoir un peu de développement. Les choses changent malheureusement. Le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, qui avait été poussé, on peut se rappeler, il faut quand même mettre les choses en perspective, par l'administration de Jimmy Carter à se libéraliser, change rapidement parce que la libéralisation a des dangers pour Jean-Claude Duvalier. Et Ronald Reagan devient président et toutes ces palabres de démocratisation, libéralisation, les droits humains, ça disparaît complètement. Donc Jean-Claude Duvalier, vers les années 81-82, change drastiquement, il devient encore de plus en plus autoritaire. Il y a beaucoup de corruption, cela crée des mouvements anti-duvalieristes, et il y a également un événement qui est important. Quand on parlait de la question de couleur, il y a eu le mariage de Jean-Claude Duvalier avec Michel Bennett. Michel Bennett venait d'une des familles les plus connues du monde mulâtre. Donc il y a eu cette union, si vous voulez, entre Jean-Claude Duvalier et le monde mulâtre, et cela a créé des divisions dans la coalition duvalieriste, qui était, comme on appelait en Haïti, une coalition, la coalition de François Duvalier, qui était une coalition noiriste. C'est-à-dire, c'était les Noirs au pouvoir et les mulâtres devaient être écartés du pouvoir. Ils pouvaient s'occuper de l'économie s'ils voulaient, mais il n'y avait pas de politique. Donc ça a créé des tensions. Et dans les années 70, avec la libéralisation, les tontons macoutes avaient été plus ou moins mis à l'écart. À partir de 82, les macoutes retournent. Et cela crée bien sûr encore plus de divisions. Il y a les macoutes, il y a l'armée, et l'armée à l'époque avait été réarmée par les Américains. Surtout, il y avait un groupe qui s'appelait les Léopards, qui était anti-guérilla et tout ça, qui était très important en Haïti. Donc il y a des divisions qui se manifestent dans la coalition duvalieriste et la crise économique devient intense. C'est aussi une crise qui a été provoquée par le choc du pétrodollar et les problèmes en Haïti se multiplient. Il y a des mouvements populaires, surtout dans les provinces, contre Jean-Claude Duvalier, au Gonaïves. Et finalement, cela précipite le départ de Jean-Claude Duvalier, un départ arrangé par les États-Unis et par la France. Tout à fait, tout à fait. Et si on en revient à l'après Duvalier,
Je pense que c'est un peu plus difficile à analyser parce qu'on a moins de recul, mais je voudrais terminer pour en venir à la situation d'aujourd'hui. La situation, comme vous le savez, est très alarmante et certains appellent même à une nouvelle intervention extérieure. C'est un cheval de bataille qui est beaucoup revenu dans l'histoire d'Haïti, mais qui n'a pas laissé que de bons souvenirs. La MINUSTA, par exemple, après le séisme. Et sur ce sujet, je suis tombé en préparant l'émission sur un article que j'ai partagé avec vous de Malik Gachem, Mhm. l'auteur de l'excellent L'Ancien Régime et la Révolution haïtienne. Et cet article s'intitule en anglais The Real Intervention Haiti Needs. Et Gachem lie la situation actuelle aux réparations de 1825, qui, selon lui, sont une application du Code noir. Et par conséquent, il appelle les États-Unis et la France à une intervention non pas militaire, mais monétaire et financière pour aider Haïti à restaurer sa souveraineté économique. Je voudrais avoir votre avis sur cette hypothèse et plus généralement sur comment vous voyez la situation actuelle et quelles seraient des pistes, si on pense à l'histoire, qu'on pourrait explorer pour y remédier. Moi, je ne vois pas euh, un grand changement dans la politique économique des grandes puissances, surtout la France et les États-Unis. Donc, on peut rêver, mais je ne vois pas les Français ou les Américains euh, donner à Haïti cette liberté économique et en plus de cela, une restitution, réparation, si vous voulez, pour l'esclave. Ça, je ne vois vraiment pas. Ça, c'est pas dans mon esprit, c'est pas dans l'agenda américain, c'est pas dans l'agenda français. Français. Euh, En plus, je ne vois pas un changement dans la politique économique néolibérale qui a dominé euh, les années 90 et jusqu'à maintenant. Euh, il y a bien sûr quelque chose qui a changé dans la politique internationale après l'invasion des Russes en Ukraine. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que je crois que le monde occidental, surtout les États-Unis, pensait qu'ils pouvaient en fait neutraliser la Russie. Et je crois que c'était tout le contraire. Et je crois que la Russie et la Chine ont créé un espace, en fait, avec ce qu'on appelle BRICS, le groupe de beaucoup de pays, ce qu'on appelait le tiers-monde, mais avec des puissances économiques et militaires comme la Russie, la Chine, l'Inde, etc., et le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc il y a un espace, mais Haïti n'a pas été dans cet espace. Haïti est toujours sous la domination des États-Unis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, je ne vois pas un changement dans la politique néolibérale des États-Unis vis-à-vis Haïti. Je ne vois pas un changement dans les interventions militaires ou politiques des grandes puissances en Haïti. Je crois que les Américains ne veulent pas envoyer leurs propres troupes en Haïti, parce que, comme vous le disiez, eh bien, la MINUSTA a finalement été une faillite après avoir plus ou moins neutralisé les gangs des années 2000, au début des années 2000. Mais au point de vue stabilité politique, au point de vue sécurité, ça n'a pas marché du tout. Quand ils sont partis, ça a été véritablement la débandade et l'assassination du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a créé un vacuum de pouvoir et il n'y a aucun gouvernement en Haïti maintenant qui puisse se dire légitime. Maintenant, on parle d'envoyer la police du Kenya en Haïti. Ça, je vois ça comme une chose très problématique parce que la police du Kenya n'est pas une police qui est connue pour le respect des droits humains. C'est une police également qui n'est pas préparée pour affronter des gangs qui sont devenus de plus en plus puissants en Haïti et qui contrôlent en fait une grande partie de la capitale d'Haïti, de Port-au-Prince. Tout à fait. Donc je ne vois pas la possibilité d'une restitution. Je vois la crise continue en Haïti et ça c'est véritablement quelque chose qui me déprime parce que la crise en Haïti depuis le départ de Jean-Claude Duvalier s'est accentuée. Il y a eu des moments où on pouvait avoir quelques espoirs, l'élection d'Aristide,
Mais après ça, il a été renversé, comme vous le savez. Il retourne au pays, mais il retourne au pays avec les marines qui le remettent à la présidence. Et ça a créé des problèmes parce que finalement, le programme d'Aristide, quand il est arrivé au pouvoir en 1991, n'est plus le programme d'Aristide quand il retourne au pouvoir. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire qui contrôle en fait la politique économique d'Haïti. Et c'est la même chose que nous avons maintenant. Et D'accord. nous avons une grande dette, l'économie ne marche plus parce que les gangs contrôlent la plupart des zones de Port-au-Prince. Donc, nous avons une crise aiguë politique, économique et morale. Parce que si on regarde la politique en Haïti maintenant, dominée par des gangs qui sont des gangs meurtriers, mais ce sont eux qui dominent en fait la politique. Et on ne sait pas comment on va s'en sortir parce qu'il faudrait rétablir la sécurité avant d'avoir un projet national. Et nous n'avons pas un projet national. La classe politique haïtienne est toujours très divisée. Mais on va terminer quand même sur une note d'espoir. Si on regarde en arrière sur la révolution haïtienne, l'histoire d'Haïti, sur quoi peut-on se baser aujourd'hui pour bâtir justement ce projet national dont vous dites à juste titre qu'il manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un épisode? Est-ce qu'il y a des valeurs ou des hommes forts? Je ne sais pas. Sur qui on pourrait se baser aujourd'hui pour rebâtir cette unité nationale? Il y a des groupes en Haïti, bien sûr, qui veulent le changement. Une rupture avec ce qui a été fait pendant les dernières 50 années. Mais ils n'ont pas la puissance afin d'imposer ce projet. Il y a ce qu'on appelle le groupe de Montana. Ce sont enfin des politiciens, des intellectuels, il y a des travailleurs, il y a des journalistes. En fait, c'est la société civile avec quelques partis politiques. Mais ils n'ont pas le pouvoir qui puisse leur donner la capacité de changer ce qui arrive en Haïti. Et ça, c'est un problème. Euh, je ne veux pas être complètement pessimiste, parce qu'on peut se rappeler, bien sûr, de la révolution de 1804. Il y a des événements qui arrivent dans l'histoire qu'on ne conçoit pas et qui arrivent malgré tout et qui changent toutes les données. Il y a des moments qui sont des moments de surprise et des moments de surprise agréables. Jusqu'à présent, malheureusement, depuis pas mal de temps, nous n'avons pas eu ce moment. Donc, s'il y a quelque chose qui peut donner un peu de l'espoir, c'est que si nous avons pu faire la révolution de 1804, si toutes les divisions qui menaçaient en fait la classe dirigeante, si vous voulez, d'Haïti à l'époque, ont, ont, ont été plus ou moins contenues et ont amené à la victoire sur les troupes de Napoléon. Donc, il y a possibilité d'avoir un moment encore comme ça. D'accord. Mais vu ce qui se passe maintenant dans le pays, vu la conjoncture internationale, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à ce moment. Parce que je pensais en fait qu'à la chute de Duvalier en 86, cela aurait créé quelque chose comme ça. J'ai pensé ensuite à 1991, quand Aristide arrive. En fait, même quand les Américains ont remis Aristide, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose. Et nous avons eu ce terrible tremblement de terre Tout à fait. en 2010 qui avait véritablement détruit la capitale et les infrastructures du pays. Et on pensait qu'il y aurait pu avoir quelque chose de nouveau. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Donc, on peut continuer à arriver. Mais ce que je pense, c'est que si quelque chose doit changer en Haïti, ce sont les Haïtiens qui devront le changer. Ce n'est Tout pas à fait. La France ou les États-Unis. l'international, comme on l'appelle en Haïti. D'accord. Mais en tout cas, je vais garder ces notes d'espoir, retenir cela pour terminer, Monsieur Faton, et croire que l'héritage de 1804 va inspirer en tout cas un renouveau pour Haïti. On le souhaite tous. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore de votre disponibilité pour cette discussion qui était très enrichissante, bien on aurait pu continuer pendant 3 heures encore, mais je pense qu'il est temps d'y mettre fin et de vous remercier encore d'avoir bien voulu nous consacrer
cette heure pour conclure notre podcast. Merci encore. Merci beaucoup, ce fut mon plaisir et j'espère qu'on aura d'autres opportunités de parler. Tout à fait. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci.